Alors les news dans cette émission, messieurs, on en scrute à peu près 3, on essaie de prendre tout ce qui hype un petit peu en NBA, puis on se pose la question de savoir si ça nous intéresse et on essaie de développer, d'analyser ensemble. On en a sauvé 3, comme je disais. La première concerne un Français, Rudy Gobert, qui a, comme Evan Fournier il y a quelques semaines, validé sa présence pour l'Eurobasket prochain avec l'équipe de France. C'est une très très bonne nouvelle. Et on vient d'apprendre également que Rudy Gobert a été nommé dans la All NBA Defensive First Team pour la 6e fois de suite. Qu'est-ce que ça suggère quand on parle de Rudy Gobert à la fois pour l'équipe de France? Je vais poser la question à Amara. Est-ce qu'avec un Rudy Gobert en équipe de France cet été, on va chercher le titre? C'est une question qui se pose, tiens, d'ailleurs. Forcément, Rudy, depuis le départ des anciens comme Tony, Flo et Mike Gelabal, fait partie des patrons de cette équipe de France. C'est un grand joueur qui a su faire sa place en NBA. Là, pour le coup, il vient de décrocher pour la 6e fois consécutive une place dans All Defensive Team. C'est un monstre défensivement. Il progresse aussi beaucoup offensivement. Donc, c'est un gros point d'ancrage pour l'équipe de France. C'est un accomplissement incroyable qu'il est en train de faire. Et puis, en plus, il n'est pas si vieux que ça. Il a encore pas mal d'années. 92, donc il est dans sa 29e année, 30e année. Quoi. Donc il pourrait. Bon, là, il a déjà tapé un record, mais il pourrait repousser encore plus loin les limites. En le faisant, je sais pas, 8, tu parles de record, regarde, il y a ces stats, on les voit là à l'image, il y a 3 fois All-Star quand même, 6 fois donc dans la All Defensive First Team. Ouais, c'est vraiment incroyable. C'est tout bénef pour le basket français, tout simplement, parce que c'est un de nos représentants et il nous représente bien. Amadoun, si la carrière de Rudy Gobert devait s'arrêter maintenant, on touche du bois, on lui souhaite d'aller le plus loin possible et de jouer le plus longtemps possible, est-ce que ce serait Hall of Fame déjà? Le Hall of Fame? Ouais. En fait, tu vois, j'ai un peu du mal maintenant à m'exprimer sur cette histoire de Hall of Fame quand tu vois que Tony Parker, il n'y est pas, en fait, tu vois. donc, tu sais, si je dois prendre donc par rapport à un comparatif général, je te dirais non. Okay. Pourquoi? Parce qu'en fait... Pas de titre collectif encore peut-être? Ouais, pas de titre collectif. Et puis bon, aujourd'hui, il n'a pas encore tous les éléments. Je veux dire qu'en termes individuels, franchement, il fait le boulot, le mec. Il travaille. Et puis surtout, ce que j'ai aimé quand j'ai vu chez Rudy Gobert, c'est que quand il a signé son gros contrat, il a continué à bosser. On en a vu beaucoup. Une fois que tu as signé le gros contrat, tu sais que tu es un petit peu à l'abri. Tu t'arrêtes un peu. Lui, non. Tu sens qu'il vit son basket. Tu sais qu'il est à fond. Quand il joue, tu sais qu'il se donne à fond. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que c'est l'un des meilleurs défenseurs comme ça. Il fait bien ce qu'il sait faire. Et c'est ce que je respecte. Maintenant, le FM, tu sais, c'est là, comme je te dis, tu vois, Tony Parker... Tu vois, enfin, les 75, tu vois le top 75 comme ça. Tony n'y est pas. Tony n'y est pas, j'ai dit, ah ouais, j'ai dit quand même, ça, c'est du sale. Quels sont les critères d'élection? Pourquoi tu es dedans? Pourquoi tu n'es pas dedans? Surtout qu'il y a des joueurs qui n'ont pas fait la moitié de ce que Tony Parker a fait. Le problème est là, en fait, tu vois, non? Parce qu'en fait, s'ils avaient des critères de sélection, et puis que les 75 joueurs, entre guillemets, justifiaient qu'ils étaient devant Tony Parker par des faits, par des titres, par des chiffres, ok. Mais non, malheureusement. Melvin, Rudy Gobert, toi tu l'as côtoyé sur le terrain de NBA. 6 fois All Defensive First Team, c'est un accomplissement. Je crois qu'il est en compagnie des Hakeem Olajuwon, des joueurs comme ça. Qu'est-ce que ça te suggère, le fait qu'il soit reconnu par ses pairs aux États-Unis? J'ai envie de dire c'est logique, on est habitué, mais c'est vrai que tu as nommé Hakeem Olajuwon. Rudy Gobert, c'est 6 sélections à la First Team All Defensive Team. Karim Abdul-Jabbar, c'est 5. Hakeem Olajuwon, c'est 5. Ben Wallace, c'est 5. David Robinson, c'est 4. Dwight Howard, c'est 4. Donc ça remet quand même en place ce qu'est en train de faire Rudy. Et comme tu l'as dit, et comme vous l'avez dit sur le plateau, c'est un joueur qui est encore jeune. Il va sûrement finir sa carrière avec 10, 12 NBA First Team. Donc c'est quand même exceptionnel. Après, sur le point du Hall of Fame... il y sera, je veux dire, avec en plus ses titres de défenseur de l'année, il y sera sans problème. Tony Parker n'y est pas encore parce qu'il n'est pas encore éligible pour être au Hall of Fame, mais il le sera l'année prochaine. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème sur ce point-là. Mais ce qu'est en train de faire Rudy, encore une fois, pour un joueur qui n'est pas américain, c'est énorme.
On enchaîne, messieurs. On va tout de suite sur la deuxième news et on va en discuter avec Aymeric. Ça concerne les Lakers qui cherchent leur prochain head coach. Frank Vogel a été démis de ses fonctions il y a encore quelques semaines. Et on ne connaît pas encore l'identité du nouveau coach des Lakers. Je vais vous citer 3 noms et vous allez me dire, et surtout Aymeric, tu vas me dire si ça te hype ou pas. Terry Stotts, l'ancien coach des Blazers de Damian Lillard. Kenny Atkinson, qu'on a vu du côté de Paris il y a quelques saisons et qui est l'assistant actuel des Warriors, donc assistant de Steve Kerr, et Darwin Ham, assistant également des Milwaukee Bucks. Pas d'expérience de coach pour Darwin Ham, au contraire des 2 précédents. Aymeric, est-ce que parmi ces 3 noms, il y a un profil qui te hype pour tenir LeBron James et l'amener à décrocher une nouvelle bague de champion NBA? Franchement, aucun. Aucun me hype. Là, je suis vraiment surpris du choix des Lakers. LeBron, ça reste un profil qui est difficile à gérer, surtout sur sa fin de carrière où c'est un joueur qui a besoin quand même d'avoir un coach qui va comprendre un petit peu. Donc, Phil Jackson a pu dompter Jordan et Kobe. Et j'ai l'impression que LeBron, même si Spoelstra a quand même pas trailé derrière au 8, on fait le taf. J'ai l'impression qu'il n'a pas encore eu cette relation avec un grand coach. Alors quel type de coach il lui faut, Aymeric, pour le coup là, il est en fin de carrière. Est-ce qu'il faut un mentor? Il a tellement d'expérience que maintenant, je ne suis pas sûr qu'on puisse lui expliquer comment il faut jouer. Il n'a pas besoin d'un Phil Jackson, mais j'aurais préféré, par exemple, tu vois, qu'un coach comme Mark Jackson, qui est un peu pasteur, un peu révérend, qui est quand même afro-américain et qui n'a pas la langue dans sa poche. Je pense que il y aurait une meilleure connivence, il y aurait une meilleure complicité. Terry Stotts, on a vu ce que ça a donné avec les Blazers. Honnêtement, moi, je les trouve un peu fades, ces coachs. Voilà. C'est le mot que j'utiliserai. Le mot-clé, c'est fade. Et avec LeBron, il va falloir, surtout à Los Angeles, il va falloir mettre plus de paillettes pour finir sur une fin de carrière en apothéose, parce que là, les minutes comptent. Et même si LeBron cherche absolument à battre le record de points de Karim, une bague est importante pour LeBron, pour sa legacy. Et c'est pas avec ces coachs-là que je pense qu'il va y arriver. Ça reste pour moi du niveau de Vogel, l'ancien coach des Pacers et le coach de cette année aux Lakers. C'est pas funky, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Une dernière réaction d'Amadoun sur ces 3 noms. Quand tu fais 3 ans ici, tu fais 3 ans là, tu vas 3 ans là, forcément, tu ne peux pas créer cette alchimie comme un Jordan avec un Phil Jackson ou même un Kobe avec un Phil Jackson. Tu vois, non ça, en tout cas, au moins, on en est sûr. Maintenant, je le rejoins complètement. Je veux dire, les 3 noms, ne les connaissant pas, je me suis dit, non. Après, ça ne justifie pas peut-être que ce n'est pas des bons coachs, qu'on soit bien clair. C'est bien d'accord, c'est une question de chimie d'association. Là où il a raison, là, je l'ai entendu, c'est qu'il a besoin de quelqu'un avec une personnalité et qui est reconnu pour ça, et j'ai jamais entendu leur nom, en tout cas dans ce registre-là. Ça marche. 3e news, Amadoun, tu vas garder la main, on va parler de ton événement. Okay. Le K54, après 2 saisons compliquées liées au Covid, retour l'année dernière, et un très 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 grand retour, gros événement, j'y étais, on a encore passé quelques minutes et quelques journées de dingue. Le K54 revient en 2022 ou pas? Oui, bien sûr. Ok, qu'est-ce que tu peux nous annoncer? Qu'est-ce que je peux Dis-nous tout, tout le monde t'écoute, la France t'écoute. Je peux t'annoncer que je suis fâché, et quand je suis fâché, j'ai envie de faire du lourd. Okay. Voilà, tu sais, on est dans un pays qui s'appelle la France, et puis on est dans un métier en fait, là où en fait, on est tous les jours challengés aussi, tu vois. Ouais. T'as entendu beaucoup de légendes sur K54, K54, si, ça. Après, en vrai, on a vieilli avec notre événement, ça fait 17 ans maintenant que je le fais, donc ça va, j'ai un peu d'expérience, mais j'aime en fait, ce qui me fait le plus plaisir, chaque année quand je fais mon événement, c'est toujours de dire, contrairement à parce que j'aime mettre les points négatifs que les gens, j'entends, dont on me parle, et puis j'ai pas peur d'en parler. Les gens me disent, ouais, mais c'était mieux avant, tu vois, non? Il y avait plus d'ambiance et tout. J'ai dit, mais en fait, j'aime vous rappeler une chose, c'est que l'événement K54, c'est un événement de basket. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le niveau du basket, chaque année, est fait. Depuis 17 ans. Il n'a fait que monter. Et c'est là, en fait, là, moi, où je suis concentré. Tous les artifices qu'il y a aux côtés, c'est pour faire plaisir au public. C'est parce que j'ai voulu amener cette ambiance américaine aussi à Paris, tu comprends? Ouais. Mais la réalité, c'est que les mecs, on est là pour le basketball, c'est une compétition que les mecs prennent très au sérieux, tu vois. Donc tu nous annonces une compétition encore non, là, les équipes, elles sont vraiment...
En fait, clairement, si tout va bien, ça sera vraiment le plus haut niveau que j'ai jamais eu en termes. Paris, centre de Paris. Sous la Tour Eiffel. Fin juin, début juillet. 8, 9, 10 juillet. Je donne même les dates aujourd'hui. C'est l'exclu. J'avais jamais donné. Voilà, comme ça. 10 juillet. Voilà, je préfère le dire maintenant comme ça parce que c'est vrai qu'on l'a pas annoncé encore sur les réseaux et tout ça, mais il y a beaucoup de gens qui sont fâchés des fois parce qu'ils disent ouais, mais vous nous dites tardivement, nous on doit poser nos vacances et tout ça, tu vois. Excusez-nous. 8, 9, 10 juillet à Paris, voilà, prenez vos places. Et puis ce sera encore du lourd, j'imagine. Amadou, et puis on est super content d'avoir ramené le côté féminin dans le K54. Oui. Voilà, depuis qu'on a ramené ça l'année dernière, écoute, on va quand même... Je sais de quoi je parle. Tu sais de quoi tu parles, exactement. Parce qu'il y a quelques années, c'est quand même toi qui gérait la jante féminine au niveau basket en termes de tournois sur la région parisienne. Dans tout, c'est une histoire de timing, tu vois. Et je pense qu'on a bien commencé, et surtout qu'en réalité, j'ai été vachement impressionné, même à titre personnel.